Peu de régions sont aussi humides, sombres et impénétrables que la forêt pluviale du Grand Ours en Colombie-Britannique. Ce territoire, qui s'étend de la côte ouest du Canada jusqu'en Alaska, est l'un des endroits les plus sauvages au monde. Aucune route ne permet de traverser ces îles ou de longer ces fjords, fréquentés par les baleines à bosse, les loutres de mer, les phoques, les pigargues et les lions de mer. Je pars à la rencontre de cette faune sauvage avec un objectif ambitieux. Approcher les seigneurs qui vivent au cœur de ces forêts, les ours noirs, et si j'ai de la chance, pouvoir croiser le chemin du grizzly. Pour traverser ces territoires de l'extrême, une seule solution, le kayak. Allez, c'est parti. Je m'appelle Olivier Wallet. Ces 15 dernières années, en Namibie, j'ai vécu avec des guépards et côtoyé les plus grands félins d'Afrique. J'ai décidé de partir à la recherche des animaux sauvages vivant encore en totale liberté. Mais pour rejoindre leur dernier paradis, il faut désormais s'aventurer dans les régions les plus reculées de la planète, loin des hommes. La forêt pluviale du Grand Ours, ou la Great Bear Rainforest comme on l'appelle ici, fait immanquablement penser à la Norvège. Et dans ces fjords, la présence de hautes montagnes alpines n'a rien d'extraordinaire. La forêt recouvre les myriades d'îles et d'îlots qui s'étirent sur cette contrée recluse au sud de l'Alaska. Depuis le petit port de Bella Bella, je vais m'aventurer à travers les fjords et dans les îles où vivent les ours noirs et les grizzlies. Ça ne va pas être facile de m'adapter à cet environnement touffu et où l'humidité est quasi permanente. Dans ce dédale de chenaux façonné par le conflit que se livrent la terre et l'océan, il ne se passe pas une journée sans pluie, mais je dois avancer. Le début de l'automne est la période de migration des saumons et forcément la meilleure saison pour rencontrer les ours qui les attendent. Soumise aux influences océaniques, cette forêt primaire constituée de cèdres démesurés, de mousses et de lichens baigne dans une humidité permanente. Il ne me reste plus qu'à trouver les rivières où s'engouffrent les saumons. Ici, la mousse recouvre le moindre végétal et même les roches. Elle joue un rôle très important pour cet écosystème, une sorte de stabilisateur. Elle est gorgée d'eau et permet à cette forêt de rester constamment fraîche et humide. Elle est également très confortable. Je ne sais pas si cette pluie s'arrêtera un jour, mais en tout cas, le niveau des rivières a atteint son maximum. Les berges ont quasiment disparu. Je ne pense pas que les ours puissent venir y pêcher. Je ne sais même pas si les saumons
sont encore capables de remonter cette rivière, tellement le courant est puissant. Et même pour mon propre confort, très franchement, j'aimerais que cette pluie s'arrête, car je commence vraiment à saturer. La forêt pluviale porte bien son nom. Il y pleut 300 jours par an. J'ai eu le temps d'installer ma tente entre deux averses. Je pense que je serai bien ici. Et on dirait bien que j'ai de la visite. En attendant la décrue favorable à l'arrivée des saumons, mais aussi pour échapper à ces nuages gorgés d'eau qui s'accrochent aux montagnes, j'ai décidé de retourner vers la côte. Coincée entre une chaîne de montagnes côtières et l'océan Pacifique, la forêt du Grand Ours est née de la rencontre de grands cours d'eau sauvages et d'une zone marine parmi les plus productives des eaux froides de la planète. À marée descendante, les courants me sont favorables. J'atteindrai l'océan dans 3 ou 4 heures. Ces fjords offrent un refuge à toute une faune marine et terrestre. Les orques à la recherche de phoques ou de saumons n'hésitent pas à explorer ces paisibles chenaux qui s'enfoncent dans les terres. Les otarides stellaires vivent uniquement dans les eaux fraîches du Pacifique Nord. Elles viennent chaque année s'agglutiner sur les îlots isolés que l'on appelle roqueries. Ces rochers qui s'enfoncent en pente douce dans les flots n'offrent aucun accès aux requins ou aux orques. Le lion de mer de stellaire est la plus grosse espèce d'otarie au monde. Et cette colonie n'est pas là par hasard. C'est ici que se réunissent les individus reproducteurs et que les femelles élèvent leurs petits. Seules 3 roqueries originelles subsistent en Colombie-Britannique. C'est une atmosphère assez bruyante et honnêtement, ça ne sent pas très bon ici. Ces énormes créatures ne tolèrent aucun intrus sur leur domaine.
Seuls quelques gros mâles dominants, qui peuvent peser plus d'1 tonne, sont ici, sur ce petit îlot entouré de leurs femelles, qui, elles, peuvent peser environ 700 kg pour une longueur de 2,20 m. Par moments, quelques conflits éclatent entre les mâles, car la compétition est rude pour la reproduction. Les jeunes sont confinés à la roquerie durant le premier mois de leur vie, car ils ne savent pas encore nager. Leurs mamans passent en alternance une journée aux côtés de leurs petits et une journée en mer pour s'alimenter. Malgré leur apparence un peu pataude lorsqu'ils sont à terre, les lions de mer sont d'excellents nageurs. Ils foncent comme des torpilles sur les bancs de harengs et possèdent également des mâchoires très puissantes qui leur permettent de décrocher les mollusques collés aux rochers. Entre 18 et 19 000 otaries de stellaires sillonnent les côtes de Colombie-Britannique. En automne, elles vont rejoindre les échoueries d'hivernage dans les eaux protégées des détroits. Après des dizaines d'années de campagne d'éradication, cette espèce injustement accusée par les pêcheurs de consommer trop de saumon est désormais protégée. Il est temps de regagner les îles de l'intérieur, de poursuivre mes recherches. Les ours sont là, quelque part, dans l'attente de la migration des saumons. La marée basse révèle les forêts de kelp qui s'étalent sur une grande partie des canaux de la forêt pluviale. Ces algues servent d'abri à une multitude de créatures marines. Les méduses prolifèrent dans ces eaux si particulières, issues du mariage intime entre l'eau douce et l'eau salée de l'océan. Car ici, le plancton est riche et abondant. Je suis au beau milieu d'une forêt de kelp constituée de macroalgues brunes. Elles sont ancrées au sol et peuvent mesurer plus d'une trentaine de mètres de long pour atteindre la surface. C'est infesté de méduses. Quel monde incroyable! Ces algues portent des pneumatocystes, de petits flotteurs remplis de gaz qui leur permettent de se maintenir dans la colonne d'eau pour bénéficier de la lumière. Ici, les rivières nourrissent la mer. Les algues et les êtres vivants profitent des nutriments charriés par les cours d'eau.
Bercés par le courant et les marées, les mystérieux nudibranches vivent dans la canopée sous-marine. Ils se nourrissent de micro-organismes en suspension, accrochés aux laminaires. Les eaux ici sont vraiment aussi froides qu'on le dit. Environ 13 ou 14 degrés. C'est la plongée la plus exceptionnelle que j'ai jamais faite. J'imaginais pas le monde sous-marin aussi diversifié. Bien arrimés sur le plancher rocheux, les anémones et les étoiles de mer occupent le rez-de-chaussée de cette forêt aquatique. Tout ça est spectaculaire, mais maintenant j'ai beaucoup trop froid. Alors c'est le moment pour moi de rentrer. Au même titre que les forêts terrestres, les forêts sous-marines sont essentielles. Elles n'abritent pas seulement de nombreux animaux, elles contribuent aussi à l'absorption du dioxyde de carbone. Cette nuit, la Lune sera au plus près de la Terre. C'est l'annonce de grandes marées, propices aux montaisons de saumon. Fait exceptionnel, le Soleil, la Terre et la Lune se sont parfaitement alignés pour former une éclipse lunaire totale. Plus de 2500 rivières à saumon se jettent dans ces fjords et ces bras de mer. C'est presque, au petit bonheur la chance, que j'en choisis une. C'est hallucinant d'imaginer que chaque année, autant de saumons sont au rendez-vous. Ils répondent à un message inscrit dans leur gène, transmis de génération en génération. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres dans l'océan avant de venir se ruer vers ces rivières. Certaines espèces ont commencé à migrer depuis le printemps, mais c'est maintenant, à la fin de l'été, que le pic de la migration est en train d'avoir lieu. Nageurs infatigables du début à la fin de leur vie, les saumons du Pacifique trouvent ici les conditions idéales pour se reproduire. Des gravières peu profondes, brassées en permanence par le courant, qui fournit suffisamment d'oxygène et de limpidité à l'eau. Bon, je vais essayer d'en attraper un pour les voir de plus près. Aïe. Bon, je vais peut-être essayer d'attraper un plus petit spécimen. Ah oui, celui-là est loin d'être petit. Il est énorme. Là, il y en a quelques-uns.
qui sont presque hors de l'eau, c'est probablement plus facile pour moi. Voilà. Ça, c'est un saumon chien comme on l'appelle ici. À cette saison, il y a 2 espèces. Celle-ci et le saumon à bosse. Incroyable. L'une des missions les plus difficiles ici, c'est de trouver du bois sec tous les jours. Et comme la pluie fait partie intégrale de l'écosystème, celui-là est trop mouillé. Lorsque j'arrive à trouver un peu de bois, c'est une bonne nouvelle pour pouvoir cuisiner. Mais ça fait beaucoup de bien au moral également. Le feu est un peu comme un compagnon lorsqu'on est isolé dans la nature. Tout ça a l'air plutôt bien parti. Voilà, ma plaque est en train de chauffer. Encore quelques minutes, et je vais pouvoir y déposer mes filets de saumon. J'ai réussi à attraper ce magnifique saumon dans l'estuaire, juste avant qu'il remonte la rivière. Et ceux-ci ont bien meilleure allure. Et ça, c'est ma recette du saumon à l'unilatéral. Un véritable cadeau de la nature. Et en plus, aujourd'hui, il ne pleut pas. Depuis sa formation, il y a 6000 ans, cette forêt colossale, aussi vaste que la Belgique, profite de l'humidité constante qui prévient toute menace d'incendie. Cet écosystème est fascinant et unique au monde. Cette mousse qui recouvre tous ces arbres et branches écroulées, qui mettront des années à se décomposer, permet à cette nouvelle végétation de prendre racine avant de pouvoir s'élever. Moi qui adore marcher pieds nus, ici je peux m'en donner à cœur joie. Sur cette mousse, c'est comme de marcher sur une moquette végétale. Ce qui me frappe le plus dans cette forêt, c'est ce silence, presque angoissant, un peu comme dans le désert. Voilà ce dont les ours se nourrissent avant que les saumons n'arrivent. Et à mon avis, il ne doit pas y en avoir par ici, sinon ils ne m'en auraient pas laissé. Très sucré.
Cet arbre gigantesque est un cèdre rouge de la famille des Thuya. C'est un arbre symbole et très répandu ici en Colombie-Britannique. Il grandit dans des conditions extrêmes. Il a la particularité d'être quasi imputrescible, donc très résistant à l'humidité. Compte tenu du fait que ces arbres possèdent un métabolisme très lent, celui-ci a certainement plusieurs centaines d'années. Jour après jour, année après année, les vagues, les vents humides et les orages destructeurs venus du Pacifique ont charrié l'eau et les nutriments indispensables à la croissance de la forêt. Au cœur des fjords, le mouvement perpétuel des marées a façonné une multitude de voies de navigation. De loin, je pensais que c'était un groupe d'otaries. Mais en me rapprochant, je me rends compte que c'est une colonie de phoques. La différence n'est pas très facile à faire. Il faut observer les oreilles. Si elles sont apparentes, ce sont des otaries. Si elles sont internes, ce sont des phoques. S'ils sont là, c'est certainement parce que cet estuaire est truffé de poissons. Mais pour l'instant, ils font certainement une petite pause après une bonne partie de pêche. Cette colonie de phoques est constituée d'un mâle dominant entouré de son harem de femelles. Je crois apercevoir un petit qui, de temps en temps, sort la tête de l'eau, qui, lui, apparemment, n'a pas du tout envie de dormir. Ah, et il commence à se disputer la place de choix, car la marée est en train de monter, et le petit îlot sur lequel ils se sont réfugiés est en train d'être inondé. J'étais un peu trop près. Du coup, je vais m'en aller et les laisser tranquilles. J'arrive au bout de l'île de Princess Royal. Je vais m'arrêter ici et y passer quelques jours, car de toute façon, je commence à en avoir plein les bras et la météo ne joue pas vraiment en ma faveur. Si je veux avoir une chance de voir ces ours, il va falloir que je fasse preuve de patience et que je me fonde dans le décor. S'ils passent leur existence en mer, les saumons ne se reproduisent que dans le lit des rivières.
séjournent quelques jours dans les estuaires, au point de rencontre entre eau douce et eau de mer. Ils vont y subir d'importantes transformations physiologiques et physiques avant de pouvoir atteindre les frayères. Ces poissons sont anadromes, c'est-à-dire que leur métabolisme leur permet de passer progressivement de l'eau salée à l'eau douce. Les femelles peuvent enfin creuser un trou pour y déposer leurs œufs. Cette opération de terrassement attire les mâles qui doivent combattre pour obtenir le droit de répandre leur laitance. La femelle creuse sa frayère en se mettant sur le flanc et en battant vigoureusement les graviers avec sa queue. Sur les milliers d'œufs pondus, seuls quelques saumons survivront et reviendront à leur tour dans ces rivières après avoir passé de 1 à 3 ans dans l'océan. Là, c'est sûr, je suis sur le territoire des ours. On aperçoit bien les traces des griffes et les coussinets. Et ces empreintes appartiennent à un ours noir, car celles du grizzly sont beaucoup plus grosses. Bon, je vais essayer de les suivre en faisant très attention, car s'il y a une règle, c'est surtout de ne pas surprendre un ours, car c'est à ce moment-là qu'il peut devenir particulièrement agressif et dangereux. Ça sent fort. On dirait une odeur de poisson en décomposition. Lorsqu'ils retournent en eau douce, les saumons cessent de se nourrir. Leur condition physique se dégrade alors inexorablement. C'est un peu étrange comme sensation. Ces saumons ont parcouru des milliers de kilomètres et ils vont tous mourir ici, dans ce décor de monde perdu. Ceux qui ne seront pas la proie des ours ou des pigargues mourront d'épuisement après avoir perpétué le cycle de la vie. C'est beau, mais c'est quand même un peu triste. C'est une espèce clé de voûte, entraînant dans son sillage toute une chaîne de prédation. Tout l'écosystème en dépend. La faune marine et terrestre s'en nourrit, et même leurs carcasses, en se décomposant dans l'eau ou sur le sol, alimentent cette forêt. Très très bon signe. Un ours était là il n'y a pas longtemps. Ils viennent souvent finir leur repas dans la forêt. Et de cette manière, ils participent directement à la relation entre l'océan et la terre, car ces saumons sont bourrés de nitrogène, et en se décomposant, ils nourrissent le sol et la végétation. L'ours noir est un glouton délicat. Il abandonne les carcasses à peine entamées.
vingtaine de mètres, l'ours noir. Durant la saison de pêche, il engloutit plus de 20 000 calories par jour. Afin d'éviter les conflits, de nombreux ours ont pris l'habitude d'amener leurs repas sous les cèdres géants. Durant la migration des saumons, un ours noir peut attraper jusqu'à 700 poissons. La moitié de ses prises sera abandonnée dans la forêt. L'ours mange seulement les parties grasses du poisson. Il en raffole. Mais les saumons morts profitent à d'autres, comme ce jeune pigargue qui ne porte pas encore la coiffe de plumes blanches qu'arborent les adultes. Cette première rencontre, trop furtive, m'a confirmé que les ours sont méfiants et ma présence doit se faire plus discrète. Je vais rester dans les environs et me mettre à l'affût. Même si je sais que la pluie est très importante pour cet écosystème, elle rend mon périple très difficile. Et je commence à avoir froid. Je doute même de l'étanchéité de ma veste. Ça y est, enfin ma patience a payé. Après des heures sous la pluie, voilà une maman et ses petits. Les petits grizzlies vont rester environ 3 ans avec leur maman. Et pendant ces années, c'est toute une période d'apprentissage nécessaire à leur survie plus tard. Apprendre à savoir quoi manger dans la forêt et aussi comment attraper ces fameux saumons. Pendant ces quelques mois de l'année, il est très important de faire leur réserve de graisse pour pouvoir passer l'hiver ensuite. Celui-là, il n'a aucun problème à s'immerger quasiment complètement dans l'eau à la recherche de saumon.
Même si les grizzlies et les ours noirs se partagent le même territoire, ils sont en compétition. Et c'est le grizzly qui est le plus fort. La saison des pluies ne s'est pas encore complètement installée. Et pourtant, l'eau a déjà tout envahi. Ça ne va pas être facile de trouver un endroit au sec pour passer la nuit. C'est un vrai soulagement et bonheur d'avoir trouvé cet endroit. Car pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres, il n'y a que des falaises des montagnes qui se jettent dans l'eau et aucun endroit où pouvoir accoster. Ici, je suis à l'abri des ours. Il y a du bois sec, de l'eau douce. Parfait. C'est un voyage très éprouvant. Et s'il y a une chose auquel je dois faire attention, c'est d'économiser mon énergie au maximum. Chaque effort est compté. En plus, le taux d'humidité est extrême. Un jour ensoleillé comme aujourd'hui, c'est une vraie aubaine. Ces forêts de sapins, perchées parfois à plusieurs milliers de mètres, se jetant directement dans ces canaux d'océan. Certains monts sont enneigés. Au début, ça m'a pris un petit peu de temps pour pouvoir m'habituer et faire qu'un avec mon kayak. Je prends le rythme idéal, je me fatigue de moins en moins et ça devient vraiment un réel plaisir. Ce soir, je vais me coucher avec le soleil. Et avec un peu de chance, demain matin, je me réveillerai avec lui aussi. Et à la première heure, je partirai à la recherche des grizzlies. Peu d'endroits au monde sont aussi productifs en biomasse que la forêt pluviale du Grand Ours. Un seul mètre carré peut héberger 2000 vers de terre, 40 000 insectes et 12 millions de nématodes et des millions de bactéries. Cette forêt côtière offre un climat tempéré aux ours noirs et aux grizzlies. Même en hiver, les températures ne chutent pas en dessous de zéro. Là, c'est sûr, j'ai été repéré. La meilleure attitude à avoir dans ces moments-là, c'est d'avoir confiance, de ne pas se montrer faible et surtout d'éviter le contact des yeux. Mais je pense que ce n'est pas moi, mais plutôt les saumons qui l'intéressent. Comme l'ours noir, le grizzly raffole des parties les plus riches, les œufs, le cerveau et la peau.
Les berges dégagées sont une invitation pour les ours et les wapitis friands de jeunes pousses. Je pense que cette petite famille de grizzlies attendait ce moment avec impatience. Il est plutôt rare d'observer une maman avec 3 petits. En général, les mères donnent naissance à 1 voire 2 petits. Mais s'occuper de 3 petits dans cette forêt est une sacrée mission. Pendant ces quelques semaines où les saumons sont en abondance, les jeunes vont devoir apprendre à maîtriser la technique de pêche afin de pouvoir recommencer l'année prochaine. Leur pelage fait environ 6 cm d'épaisseur. À l'âge adulte, un grizzly pèse entre 150 et 350 kg et peut atteindre 2,70 m en position dressée. Une femelle avec 3 petits comme celle-là doit non seulement se préoccuper de se nourrir suffisamment dans la journée, mais aussi de protéger ses petits de tout mâle dominant qui viendrait aux alentours. Les gros mâles n'hésiteraient pas une seule seconde à s'attaquer à ses petits. Mais pour l'instant, l'ambiance est à la pêche et aucune menace n'a l'air de se présenter. Même s'il est très difficile de détecter l'humeur d'un ours, car il donne peu de signes à travers son comportement, je sais qu'en ce moment, je ne crains pas grand-chose. Ils sont tous préoccupés à se nourrir et à faire leur réserve de graisse pour pouvoir traverser l'hiver prochain. Le saumon représente 90% des 200 kg de graisse que le grizzly doit accumuler en vue de son hivernation. Les ours essayent d'économiser leur énergie au maximum. Et lorsqu'ils le peuvent, préfèrent manger des saumons déjà morts, prélever leurs œufs, plutôt que de se fatiguer à pêcher des saumons encore vivants et en pleine forme. Même si ces longues journées de pluie froides et interminables ont été un véritable défi pour mon périple, elles ont été aussi l'élément déclencheur du cycle de la vie ici dans cette forêt pluviale. Elles ont permis au niveau des rivières d'augmenter, aux saumons de pouvoir remonter ces rivières et venir pondre là où ils sont nés, et aujourd'hui, à cette famille de grizzlies de venir se nourrir en abondance de ces saumons. Si ces ours ont survécu, c'est parce qu'ils vivent isolés sur ces îles inhospitalières et éloignés de notre civilisation. Dans ces forêts primaires, qui n'ont jamais été ni coupées ni transformées, la vie se développait selon un équilibre naturel que rien ne bouleversait depuis des dizaines de milliers d'années. Malheureusement, l'homme moderne est en train de menacer cet environnement d'une valeur inestimable. La pêche industrielle prélève à tout va une quantité phénoménale de saumons qui ne pourront pas aller se reproduire avant de nourrir les ours et la forêt tout entière.
L'exploitation démesurée du bois et les recherches pétrolières détruisent inexorablement l'habitat de la faune sauvage. Les Amérindiens ont appris de génération en génération que la forêt ne nous appartient pas, mais que c'est nous qui appartenons à la forêt. L'ours est le symbole de cet équilibre fragile, précieux et inimitable de la nature.